Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Ceci est une annonce de la compagnie Air Itado Coaching. Je t'invite à embarquer à destination de Sérénité. Avec Sérénité, prépare-toi à faire le plus merveilleux des voyages, celui qui te permettra d'aller à la rencontre de la personne avec qui tu passes le plus de temps, au lit, au WC, dans la douche, c'est-à-dire toi. C'est un programme en 6 étapes que j'ai conçu spécialement pour toi, avec amour, bienveillance, pour t'accompagner à gérer toutes tes responsabilités avec sérénité et surtout pour t'accompagner à retrouver la paix et un équilibre intérieur. Alors si tu veux faire partie du voyage, il est temps d'aller prendre ton billet et de faire ton enregistrement. Pour ça, rien de plus simple, prends rendez-vous pour ton check-up car les places sont limitées. Allez, inscris-toi vite. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors cet épisode est assez particulier. Ah, pardon, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Assa, fondatrice d'Itado Coaching. J'accompagne les femmes fortes à gérer leurs émotions et leurs responsabilités avec sérénité. Et cet épisode fait partie de la saga spéciale pour te présenter le programme Serenity. C'est parti pour l'épisode du jour. Allez, go. Alors, cet épisode s'intitule Moi aussi, je suis passée par là. Alors, comment dire effectivement, je suis coach, effectivement, je suis thérapeute, j'écoute beaucoup de gens, j'échange avec énormément de gens, mais c'est vrai que passer de l'autre côté pour raconter ma vie, ça c'est autre chose. Autant raconter ma vie pro, mes projets pro, etc., il n'y a pas de problème, mais autant raconter tout ce qui touche aux émotions, enfin toutes les choses qui peuvent être douloureuses, là c'est autre chose. Mais c'était important pour moi de faire cet épisode pour justement expliquer le pourquoi, mon expertise et bah, surtout expliquer que bah, moi aussi en fait je suis passée par là. Toutes ces choses que je partage, toutes ces choses enfin, autour desquelles je vais partager des enseignements et tout ça, bah, c'est tout simplement parce que ce sont des choses par lesquelles je suis également passée. Donc vraiment, je pense que ce soit le lâcher-prise, l'anxiété, la charge mentale, le déséquilibre énergie masculine-féminine, ouais, je l'ai vécu, donc je comprends, on comprend, et voilà. Donc, c'est parti pour le lâcher-prise. Alors, l'apprentissage du lâcher-prise s'est fait à mes dépens. Et né d'une fratrie de 7 enfants, j'ai pendant longtemps été assistante sociale, psychologue bénévole, tout ce qu'on veut de ce côté-là. Bah parce que, comment dire, j'ai grandi avec des parents de la famille qui ont été très exigeants. Et le message qu'on m'a inculqué, c'est tu es l'aîné. En quelque sorte, c'est comme si, bah, c'est pas en quelque sorte, c'est on m'a fait comprendre que, en gros, l'honneur de la famille repose sur tes épaules. Donc, il y avait toutes ces idées de oui, si tu te comportes comme ça, ta sœur va se comporter comme ça. Tu sais que c'est toi qui regardes avant d'avancer. T'es la première, t'es une fille, donc t'es la seconde maman. Le jour où ta mère elle est pas là, c'est toi qui prends la place. Tu dois montrer le bon exemple. Pareil, bah, quand il y en a un qui fait une bêtise, on se retourne vers la grande sœur. Et du coup, pas mal de pression, que ce soit les parents, les tantes, les oncles, tout ça, les amis même de ma mère. Oui, t'es la première, oui, tu sais, tu dois montrer l'exemple. Si toi tu fais ça, ils vont tous faire ça. Et arrivé à mon adolescence, je me disais, c'est bon, ça commence à me casser les pieds. Mais bon, je pouvais pas trop le dire. Par contre, quand je suis arrivé autour de la vingtaine, là, clairement, je leur ai dit, mais arrêtez avec vos discours de oui, si toi tu fais ça, tu vas montrer le chemin à tes sœurs, elles aussi vont le suivre. C'est pas vrai. Parce que on m'a mis la pression pour avoir des bonnes notes à l'école. Excusez-moi. Euh, C'était pas trop le cas de mes sœurs, hein. On m'a mis de la pression pour que
bah voilà, que je me comporte de telle et telle manière. Moi, j'avais pas le temps de faire des bêtises, j'avais pas le temps de vivre mon adolescence, de vivre mon enfance. Mes sœurs l'ont eu, elles. Et du coup, ce truc de oui, c'est toi qui le regarde. Non, non, c'est pas du tout moi qui le regarde. On va arrêter la folie 2 minutes parce que c'est pas vrai. Ensuite, au-delà de être l'exemple, il y avait aussi les conseiller, les surveiller, gérer les problèmes. Je me suis retrouvée à gérer des problèmes, mais genre juste inimaginables, parce que je sais que moi-même, je me serais jamais mis dans un tel bourbier. Et en fait, pareil, il y a aussi, quand on a un peu plus grandi, il y a des choses par lesquelles je suis passée, que ce soit au niveau de la famille, etc., où je me suis dit, bah, j'aimerais pas que mes sœurs elles passent par là. Par exemple, moi, j'ai été contrainte à un mariage forcé, et c'est pour ça que je suis partie très tôt de chez mes parents. Je suis partie à 18 ans parce que pour moi, il était hors de question d'accepter ce mariage. Et je me suis dit, attends, si toi, t'acceptes ce mariage, tu condamnes tes petites sœurs parce que, après moi, j'ai 4 petites sœurs. C'est-à-dire que si avec moi, l'aîné, j'accepte et je rentre dedans, non seulement ça veut dire que je vais être mariée à un homme que je n'aime pas, je vais avoir des enfants avec un homme que je n'aime pas. Est-ce que je vais aimer ces enfants-là? Je suis pas sûr. Et en plus, si moi j'accepte ce mariage, ça veut dire que mes sœurs, bah, elles vont être contraintes aussi à un mariage forcé. Et pour moi, c'était pas possible de envisager ce genre de choses. Après, en grandissant, bah, du coup, il y a aussi pas mal de choses où bah, j'ai toujours été très protectrice et je le suis toujours. Je voulais pas que bah, mes sœurs aient de la peine. Je voulais pas qu'elles aient des difficultés dans telle ou telle chose. Je voulais pas qu'elles se blessent. Je voulais pas qu'elles se fassent mal. Comme une maman avec ses enfants finalement. Et avec du recul, j'ai appris que en fait, il était temps que j'apprenne à vivre pour moi et que finalement, c'est toutes ces situations par lesquelles je suis passée qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et que de toute façon, je ne pourrais pas empêcher mes sœurs de se blesser, de souffrir, de se ramasser même. Parce que finalement, c'est comme ça qu'elles apprennent. Et je me rappelle à l'époque, quand j'expliquais ou quand j'ai des amis qui étaient au courant des histoires qu'il y avait avec mes sœurs, elles me disaient de toute façon, t'es trop gentil. Non, en fait, c'est pas une question d'être trop gentil ou pas assez gentil. C'est plutôt, j'ai grandi avec ce discours, ce message interne où on te dit, tu es la grande sœur, tu dois ci, tu dois ça, tu dois ci. Donc pour moi, il était inconcevable de laisser mes sœurs en galère. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, bah, elles sont toutes grandes, elles sont toutes majeures. Même le dernier de la fratrie est majeur, travaille. En fait, l'idée, c'est d'avoir une relation équilibrée et pas que je sois Wonder Woman, pompier et assistante, psy, bénévole. C'est pas possible sur le long terme. C'est pas une vie en fait. Et du coup, petit à petit, j'ai pris le temps de me détacher de tout ça. Cela ne s'est pas fait sans douleur, hein, je vous le dis. Cela ne s'est pas fait sans douleur. Et c'est vrai que ça a été un choc, bah, déjà pour moi de me dire il est temps que je sorte de cette carapace. Mais ça a été un choc aussi pour mes sœurs en face parce que je sais qu'il y en a une avec qui je m'étais pris la tête très violemment et je lui ai dit clairement écoute, notre relation, clairement, elle n'était pas bonne dans le sens où c'était une relation fusionnelle. Mais qui dit fusionnelle dit aussi bah, on passait de l'amour à la haine. Et je lui ai dit en fait, je pense que pour notre bien-être à tous les deux, on va se contenter de rapports cordiaux en fait. Et ça me faisait mal de lui dire ça parce que c'est quand même ma sœur et c'est quand même quelqu'un avec qui je me suis tapé beaucoup de barres, beaucoup de délires, etc. Mais sur le coup, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi comme elle. Et finalement, le fait qu'il y ait eu cette instauration de ces distances, etc., ça lui a permis à elle de se déployer et de pouvoir bah, trouver sa place en tant qu'adulte et non la petite sœur de. Avec chacune de mes sœurs, il y a eu une histoire, un parcours qui est différent, une relation qui est différente. Et après, c'est vrai que les relations se sont équilibrées. Et après, on est devenus sœur à sœur. Bon, après, il y a toujours ce côté, oui, t'es la grande sœur. Donc rien du tout, je dois rien du tout en fait. Je suis la grande sœur, oui. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Et moi aussi, je suis un être humain. Et moi aussi, bah, j'ai besoin, de temps en temps, qu'on prenne soin de moi, qu'on prenne de mes nouvelles. Parce que quand même, il faut savoir que à cette époque-là, on ne me contactait pas pour me dire est-ce que ça va. C'était on me contactait pour régler tel ou tel problème. Et je me rappelle, j'avais fait remarquer à l'une de mes sœurs, mais en fait, est-ce que tu te rends compte que dans ta vie, jamais tu m'as envoyé un message juste pour savoir comment j'allais. À chaque fois que tu m'as contacté, c'est parce qu'il y avait un souci. Elle s'est sentie très gênée, très honteuse.
Et elle m'a dit, c'est vrai que, ouais, moi je t'ai toujours vu comme Wonder Woman. Pour moi, t'as jamais eu de problème. T'as toujours tout réussi. Euh, comment dire? Non, c'est pas vraiment ça. Euh, c'est vrai qu'on a pu se parler de cœur à cœur. J'ai une autre de mes petites sœurs qui m'a dit ah, pour moi, t'es millionnaire, t'as grave de la thune. Hein? Je dis pardon. Alors qu'à cette période-là, j'étais au chômage, je cherchais du travail et je lui donnais des conseils pour aussi trouver du travail. Elle me dit bah, pour moi, t'as grave des thunes, t'es grave riche, t'es millionnaire. Alors, comment dire? Non, je ne suis pas riche, je ne suis pas millionnaire. Je sais gérer mon argent, oui, mais de là à être millionnaire, c'est différent. Et elle avait cette impression parce que oui, je m'autorisais pas à être vulnérable, je m'autorisais pas à demander de l'aide, je m'autorisais pas à me plaindre. Et quoi qu'il arrivait, je trouvais des solutions. Donc forcément, ça pose question. Bon, elle avait ce regard parce que je crois qu'elle avait 18 ou 19 ans. Elle habitait chez papa-maman, moi j'avais mon appartement, j'avais une voiture. Donc pour elle, j'étais riche. Ah là là, c'était bien drôle cette époque-là. Du coup, et voilà toutes ces choses qui m'ont amené à lâcher prise parce que bah il y a eu toutes ces situations, mais il y a eu aussi ma première crise d'angoisse. Et ça va être l'objet du second point. Ouais. Du coup, passons maintenant à ma première crise d'angoisse. Alors, j'ai une phobie. Enfin, c'est plus réellement une phobie, c'est une grande peur maintenant. Parce que ne me met plus dans cet état-là. Et je me suis fait accompagner par mon hypnothérapeute. Donc, j'avais une phobie à cette période-là. J'ai pas trop envie de partager l'objet de cette phobie parce que je trouve ça très intime. Et bon, j'ai peur des insectes, j'ai peur des vers de terre. J'aime pas les insectes du tout, du tout. Sauf les araignées, mais ce ne sont pas des insectes. Ce sont des arachnides. Mais sinon, j'ai un gros souci avec les insectes. Et en fait, ce jour-là, l'objet de ma phobie s'est présenté. Et j'étais tellement pas bien que je me suis retrouvée à couiner. J'avais perdu ma voix, incapable de parler. Sauf que en, c'était en pleine nuit. C'était, euh, c'était vraiment. Même là, j'y repense, il y a l'émotion qui vient, il y a tous ces souvenirs qui viennent. Parce que c'était il y a quand même un petit moment. Mais comment dire? L'objet de la phobie s'est présenté à moi et d'habitude quand j'ai ces réactions-là, c'est ma mère qui m'aidait et qui venait m'aider et qui se chargeait de débarrasser la maison de ces insectes-là. Et là, j'étais dans le salon, impossible d'avancer vraiment vers la porte de la chambre de ma mère. Impossible de faire quoi que ce soit parce que c'était devant la porte de la chambre de ma mère. Et j'étais en train de couiner. Alors j'avais pas mon téléphone, j'avais pas mon sac à main, il était dans ma chambre. Et j'étais dans le salon et j'étais là et j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à respirer. Et par chance, mon frère s'est réveillé. Alors faut savoir que mon frère, quand il dort, tu peux même lui mettre une tarte, il ne se réveille pas. Oui, j'ai déjà testé parce que eux aussi ils ont déjà testé sur moi. Et comment dire, ma mère elle a le sommeil très léger, mon père elle a le sommeil très lourd. Et du coup, je pense qu'il y a une partie des enfants qui ont hérité de ce sommeil très lourd. Bon, j'en fais partie. Et il y a une partie des enfants qui ont hérité de ce sommeil très léger. Et mon frère et moi, on fait partie des personnes qui, quand on dort, clairement, il peut se passer tout ce que tu veux avant qu'on se réveille et qu'on capte. Voilà. C'est pour ça que je suis pas du matin et que bah, le réveil, voilà, c'est quelque chose. Donc, bref, retournons à la situation. Donc, j'étais en train de limite couiner parce que j'avais plus de voix, j'arrivais plus à parler, j'avais perdu ma voix tellement j'étais paniquée. Mon frère s'est réveillé, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Et quand il a vu ma tête, il a compris que l'objet de ma phobie s'était présenté à moi. Donc il a nettoyé, etc. Il a ramassé les insectes. Il est parti les mettre dans la poubelle. Je me suis dit mais il est fou. Ma chambre elle est juste en face de la poubelle, elle était dans la cuisine et en fait ma chambre était juste en face de la porte de la cuisine. Dans ma tête, il n'était pas possible que moi j'aille dormir dans mon lit sachant que les insectes qui représentent l'objet de ma phobie sont dans la poubelle. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Je lui ai dit, s'il te plaît, viens avec moi, je vais prendre mon sac à main. J'ai pris mon sac à main, j'ai mis mes chaussures, et j'ai pris mes affaires et je suis partie dormir chez une copine qui habitait juste à côté. Et je suis descendue, il pleuvait en plus, mais en fait, j'étais tellement dans un état pas possible
que je me rendais même pas compte que j'étais mouillée, que j'étais tellement à des années-lumière dans ma tête que j'étais loin. Donc j'arrive chez la copine en question, que je ne remercierai jamais assez, et je lui dis, ouais, et à voix ma tête, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je lui explique, elle me dit, bah t'as fait une crise d'angoisse. Je lui dis, quoi? Elle me dit, ouais, t'as fait une crise d'angoisse. Je dis, d'accord. Et j'arrive chez elle et tout, je dis, ouais, je peux dormir ici. Elle me dit, oui, y a pas de souci et tout ça. Et du coup, je dors chez elle et tout, on s'assoit, on parle, etc. Et elle me dit, est-ce que ça va? Je dis, ouais. Je dis, mais par contre, je sais que j'arriverai pas à dormir, c'est mort. C'était vraiment pas possible pour moi. J'arrivais pas à me détendre, j'arrivais pas à me relaxer. Même si j'étais assise, même si on discutait, j'étais en mode alerte. Au cas où il y en a un autre qui se présente, que je me mette à hurler ou que je me mette à courir. Et du coup, elle me dit, non, mais je vais te passer un truc qui va te calmer, ça calme les crises d'angoisse. Mais reste pas comme ça. Je dis, ok. Donc, je dors chez elle, etc. Le lendemain matin, ma mère, elle me cherche. Et je lui dis, bah, j'ai dormi chez un tel. Elle me dit, bah, qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Je lui dis, ouais, il y avait ça, ça et ça. Et en fait, bah, mon frère, il les a ramassés, il les a jetés dans la poubelle. Elle m'a dit, ah bon? Donc, elle a vidé la poubelle, elle a nettoyé, tout ça, elle a nettoyé la maison et tout. Et elle me dit, tu peux revenir. Je dis, ok, je reviens. Et en fait, d'habitude, quand elle nettoie, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. Mais là, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Et du coup, je me rappelle 2, 3 jours après, j'avais un oral parce que je devais intégrer ma formation pour passer mon DGEPS. Et du coup, j'ai pris mes affaires, je suis partie dormir chez ma cousine parce que le centre de formation n'était pas loin de chez elle et j'avais prévu d'aller dormir chez elle la veille pour pas arriver en retard le matin. Finalement, j'ai pris mes affaires et je suis partie dormir chez elle. Et même en étant loin, même en étant pas chez moi, même en étant chez ma cousine où il n'y avait pas de soucis, euh, j'ai passé des nuits horribles. Mais des nuits vraiment horribles. C'est-à-dire que pendant 4 nuits, je m'endormais, je me réveillais en sursaut. Soit j'étais en sueur, soit j'avais fait un cauchemar, soit ça n'allait pas du tout. Et quand je me suis réveillée la première nuit, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, le lendemain, ça va passer. Et je voyais que non, ça passait pas en fait. Autant la journée, quand j'étais accompagnée, ça allait, mais autant le soir, quand je me retrouvais seule face à moi-même, c'était un calvaire. Et vraiment, c'était horrible. Parce que bah, dans ma tête, il y avait plein de pensées, je voyais des images, j'avais super peur et je me disais, mais j'avais l'impression que j'allais devenir folle, vraiment. Je pensais que j'allais devenir folle. Du coup, je me suis dit, je vais prendre rendez-vous chez le médecin parce que là, je peux pas continuer comme ça, à pas dormir la nuit, etc. Donc, je passe l'oral. Et même quand je suis partie là-bas, j'étais dans un mood, mais vraiment pas bien, parce que j'avais pas bien dormi les nuits précédentes. Même si je m'étais préparée, et même si j'avais pas trop de difficultés à l'oral, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je vais chez le médecin et j'y vais. Et du coup, je lui explique un petit peu. Et là, elle me dit, vous savez que là, c'est une phobie. Et une phobie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anxiété chez vous. Sauf qu'une phobie en appelle une autre. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller voir un psychologue pour parler de tout ça. Et je la regarde. Et quand j'ai vu son visage et quand elle m'a dit, oui, vous m'avez dit que vous n'arrivez pas à dormir, je dis, non, je dors pas. Je fais des cauchemars. C'est horrible, en fait. En plus, moi, le sommeil, c'est grave important. Je préfère aller dormir que manger. Ça me dérange pas d'aller dormir le soir sans manger, c'est pas grave. Si je suis fatiguée et que j'ai besoin de dormir, je préfère aller dormir. Si à ma pause déj, je me sens KO, franchement, je préfère aller dormir. C'est dire à quel point le sommeil est important pour moi. Du coup, elle me dit ça et tout, je lui dis ok. Et à cette époque-là, c'était un entre-deux parce qu'en fait, c'était la première fois que je me retrouvais au chômage. J'allais intégrer cette formation-là, j'étais suivie par la mission locale. Et j'étais en train de faire justement un bilan de compétences avec une psychologue du travail là-bas. Et je lui dis, madame, on m'a dit d'aller voir une psychologue et tout. Elle me dit, bah je suis là. J'ai dit, non, on m'a dit d'aller voir une psychologue par rapport à une phobie. Elle me dit, ah, vous êtes de nature anxieuse? Je dis, bah je sais pas, mais apparemment, oui. Et là, elle me dit, bah si vous voulez, il y a un psychologue à la mission locale, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Je dis, ok. Donc je vais voir le psychologue à la mission locale. Et là, je lui explique un peu, elle me dit, oui, bah là, il va te falloir plusieurs séances. Le mieux, c'est que je te recommande un collègue à moi qui a des tarifs qui seront tout à fait adaptés à ton budget et comme ça, tu pourras aller le voir. Je dis ok. Moi, j'y vais. Et c'était à Melun. J'habitais dans 77 à cette époque-là. C'était à Melun. Donc, premier rendez-vous, j'y vais. Bon, je sais pas trop ce qu'allait m'attendre, mais je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, j'y vais. Et là, je lui explique, bah voilà, j'ai du mal à dormir. Là,
On m'a passé un traitement pour c'était un anxiolytique et un somnifère léger, je crois. Elle m'avait pas prescrit de somnifère parce qu'elle voulait pas que je devienne accro. Enfin, en tout cas, elle m'avait prescrit un truc pour l'anxiété. Et du coup, je lui explique, etc. Et là, il me dit, mais ok, et tout. Je lui explique ce qui se passe et tout. Et il me dit, mais du coup, avant ça, est-ce que vous avez déjà eu des phobies, d'autres phobies et tout? Je dis non. Vraiment, mis à part les insectes, les autres animaux, ça va. J'ai pas d'autres peurs. Enfin, j'ai pas peur de l'eau. Bon, allez, j'ai un peu le vertige quand je monte en hauteur, mais c'est pas ce qui m'empêche non plus de dormir. Sinon, non, j'ai pas d'autres peurs, etc. Je dis vraiment ça, ce truc-là, c'est là où tout se concentre. Et là, il m'explique en fait, effectivement, c'est là où tout se concentre parce que là, c'est toutes les angoisses, tous les traumatismes que vous avez vécus qui se sont, euh, qui se sont accumulés. Et en fait, quand vous voyez l'objet de votre phobie, c'est là où vos angoisses peuvent s'exprimer parce que si vous ne laissez pas le temps à vos émotions de s'exprimer, il va bien falloir qu'à un moment donné, ça sorte. Je l'ai regardé, j'ai dit pardon. Il me dit oui. Et du coup, moi, je lui racontais ma vie, genre, je suis l'aîné, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je gère ci, je gère ça. Pour moi, ça paraissait tout à fait normal, parce que c'était ma normalité. Et quand il m'a dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une jeune fille de votre âge, vous avez quand même énormément de responsabilités à gérer. Là, il y a eu un petit silence. J'ai dit, ok. Il me dit, bon, on va s'arrêter là, on va prendre un autre rendez-vous, et si vous le voulez bien, je dis oui. Et, euh, et là, je rentre et tout, j'explique à ma mère, je dis, ouais, j'ai été voir le psychologue par rapport à ci, ça et ça. Et il m'a dit qu'en fait, j'avais beaucoup de responsabilités pour mon âge, mais je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Ah, mais clairement, pour moi, c'était tout à fait normal, tout ce que je faisais. Et là, ma mère m'a dit des paroles qui m'ont vraiment marqué jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit, ma fille, je suis vraiment désolée, je m'excuse. C'est vrai que je t'ai mis beaucoup, beaucoup trop de responsabilités sur ton dos, mais en fait, j'avais pas le choix. T'es la première et j'étais seule. Et je la regarde et elle s'est excusée. Je lui dis, mais ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et c'est quelques mois après où là, en fait, quand j'ai commencé à tout déconstruire ou que j'ai vraiment, vraiment été au fond de la thérapie, que je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais géré et je devais gérer énormément de choses. Énormément de choses qui ne sont pas de mon fait. Des responsabilités de parents, responsabilités d'un père qui ne sont pas les miennes. Et mes préoccupations n'étaient pas celles d'une jeune femme de 24 ans. Vraiment pas du tout. De se poser la question par rapport à la scolarité de ses frères et sœurs. De se poser la question par rapport aux courses, par rapport au loyer, par rapport au budget. Non, ce n'était vraiment pas des préoccupations d'une jeune femme de mon âge. Au-delà de ça, de la, de la crise d'angoisse, parce qu'après j'en ai eu d'autres, hein, c'est ce qui m'a amené en thérapie, mais c'est aussi ce qui m'a amené à découvrir le développement personnel, à m'intéresser à tout ça. J'ai eu aussi des troubles du comportement alimentaire. Je ne suis pas devenue anorexique, je pense que j'en étais pas très 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 loin à cette époque-là. Euh, Comment dire, c'est que quand j'étais contrariée, pour moi, il était impossible d'ingérer quelque nourriture que soit. Ça veut dire que j'avais zéro appétit. Il y a vraiment rien qui me donnait envie. Et ça, c'était quelque chose de très difficile pour moi parce que quand il y a des choses... Enfin, déjà, je suis pas une grosse mangeuse, clairement. Je déjeune pas le matin. Je peux manger un repas dans la journée et un petit repas le soir. Mais clairement, comme je vous ai dit, hein, je préfère dormir, hein. C'est pas quelque chose qui... Enfin, sauf si c'est vraiment j'ai très faim. Genre, j'ai pas mangé de la journée ou quoi. Oui, là, par contre, je vais manger. Mais je suis pas une grosse mangeuse. Et à cette époque-là, quand je faisais mes crises d'angoisse, c'était impossible pour moi de mettre quoi que ce soit dans ma bouche. La seule chose qui passait, c'était le Minute Maid pomme, le jus de pomme et de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Et pareil, quand j'ai eu la grippe pas très longtemps après, pareil, le seul truc qui passait, c'était le Minute Maid pomme, le jus de pomme. Il n'y a que ça qui passait avec de l'eau. Le reste ne passait pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant toutes ces années où j'ai vécu,
jusqu'à, on va dire, ma grosse prise de conscience à mes 25 ans, mon passage vraiment dans le bad, bad, bad mood. Parce que à mes 25 ans, non, entre mes 24 et 25 ans, j'ai fait une dépression. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je faisais, et c'était pas pour moi. J'avais toujours peur de ne pas faire assez bien. J'étais très dure et très exigeante avec moi-même, mais parce qu'on l'était avec moi-même aussi. J'avais du mal à m'endormir. J'avais souvent des migraines. Vraiment. Alors, les crises de colopathie, parce que j'ai eu le syndrome du côlon irritable, alors là, était à l'heure. Bon, alors là, c'était le summum du summum. Vraiment, dans mon corps, il n'y a vraiment rien qui n'allait. Mais comme à cette époque-là, je ne connaissais pas les interactions entre mon corps, mon âme et mon esprit, bah pour moi, je ne comprenais pas en fait. Du coup, j'avais des examens médicaux, etc. Mais un traitement, super. Mais en fait, ça n'arrangeait pas le problème au fond. J'ai fini par prendre des somnifères et après j'ai arrêté. J'ai remplacé ça par de la passiflore, j'ai remplacé ça par de la mélatonine. Et c'est quand je me suis fait accompagner, quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir extérioriser toutes ces émotions, d'extérioriser tous ces traumas et de pouvoir gérer tout ça. Et clairement, ça a commencé par des séances chez le psy. Après, j'ai déménagé, donc dans le 94, donc j'ai trouvé une autre psy qui était sophrologue. Donc j'ai fait de la sophrologie avec elle. Et après la sophrologie, je suis repartie en thérapie avec elle aussi. Ça m'a fait énormément de bien. Mais pareil, à cette époque-là, je marchais. J'étais avec mes amis, j'étais avec mon entourage, etc. Alors ma famille l'a su bien longtemps après. Mais c'était pas possible pour moi de dire aux gens je suis en dépression. C'était pas possible pour moi de dire aux gens je fais des crises d'angoisse. C'était pas possible pour moi de dire aux gens bah, en fait je suis une thérapie. Oui, quand tu m'as appelé, je n'ai pas pu répondre parce que j'étais chez la psy. C'était pas possible. Vraiment pas. C'était mon petit jardin intime et j'avais pas envie de partager ça parce que je me sentais trop vulnérable. Trop, trop vulnérable. Et après avoir fait tous ces accompagnements, du coup, psy, sophro, psy et hypnose, là, en fait, avant d'arriver à l'hypnose, bah, j'avais fait ma formation de coach. Du coup, j'ai encore plus appris à me connaître. Mais c'est vrai que le fait d'être rentré dans le coaching et le fait d'avoir fait ma thérapie en hypnose, c'est là où vraiment là, c'était la boîte de Pandore. Là, on a tout ouvert, on a tout nettoyé. Et que je me rappelle quand j'ai été voir l'hypnothérapeute la première fois, elle m'a dit c'est quoi ton objectif? J'ai dit je veux faire le ménage. Je veux repartir à neuf. C'était ça mon objectif. L'objectif a été défini. C'est là où ma nouvelle vie a commencé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je me suis rendu compte que, en termes de charge mentale, en termes d'énergie masculine, féminine, en termes de stress, d'anxiété, en termes de lâcher prise, c'était chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. Et c'est pour ça que je comprends si bien les femmes qui viennent me voir et qui me disent ouais, j'ai pas d'espace safe pour pouvoir en parler. Moi non plus, je l'avais pas. Et cette incompréhension qu'on peut ressentir quand on parle un peu et qu'on te dit oh, de toute façon, toi, t'es une femme forte, tu vas tout gérer. Cette phrase, elle me faisait tellement mal à cette époque-là. Parce que, bah, en fait, t'es une femme forte, tu vas tout gérer. J'ai pas eu le choix, en fait. C'était pas une option. Ce n'était pas un choix. Je n'avais pas le choix. C'était soit ça, soit je dépérissais. Donc la question ne s'est pas posée. Fallait gérer, j'ai géré. Fallait encaisser, j'ai encaissé. Fallait trouver des solutions, j'ai trouvé des solutions. Mais quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai appris à comprendre mon mode de fonctionnement, quand j'ai appris à comprendre justement ce qui déclenchait mes migraines, ce refus de faire face aux émotions, quand j'ai compris que c'était mon anxiété qui me générait énormément de crises au niveau du ventre, au niveau du côlon irritable, je me suis dit, ah ouais, quand même. Quand j'ai compris que mes troubles du sommeil, c'était parce que j'étais de nature, parce que j'étais anxieuse et qu'il y a pas mal de choses qui tournaient en boucle et que j'avais pas l'espace de pouvoir exprimer et dire tout ça, c'est sûr que là, les choses ont changé. Je me suis sentie libérée d'un poids, je me suis sentie libérée de quelque chose. Et là, en fait, j'ai, on va dire, recréé mon entourage. Parce que toutes ces personnes qui étaient autour de moi, avec qui finalement j'étais pas moi-même, je l'étais, mais en fait, ils avaient accès qu'à une seule partie de ma personnalité.
J'ai refait mon entourage amical et je me suis dit, en fait, je suis une fille, une femme de principe, une femme loyale. Je suis quelqu'un qui a la main sur le cœur dans le sens où je suis quelqu'un de très gentil, très altruiste. Euh, Mon entourage proche, intime le savent, c'est-à-dire que vraiment quand j'apprécie une personne, quand j'aime une personne, euh, je suis prête à beaucoup, beaucoup de choses pour cette personne. Et je pense que c'est ce qui m'a fait défaut aussi. Mais en fait, le problème, c'est pas d'être prête à faire plein de choses pour ces personnes-là. Le problème, c'était que les personnes en face qui ont remarqué que oui, effectivement, j'étais très gentil, en profitaient. Et en fait, j'ai refait tout mon entourage, j'ai redéfini mon club VIP. Et je me suis dit, en fait, ça va être très très simple. Et je vais donner aux autres ce qu'ils me donnent, pas plus, pas moins. Parce qu'en fait, quand on est quelqu'un de gentil, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui a tendance à trouver des solutions pour tout, quelqu'un qui est assez dans l'opérationnel et qui gère assez bien les choses, les gens, ils ont très facilement l'appel facile de aide-moi si, et toi, t'aurais fait quoi, et ci et ça. Mais quand toi, ça va pas, il n'y a personne. Ouais, bah, de toute façon, ils ne se préoccupent pas des personnes qui sont fortes. Parce que, bah, en fait, quand tu as l'habitude de tout gérer toute seule, tu demandes de l'aide à personne et tu te dis que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Et finalement, j'ai appris à m'autoriser déjà dans un premier temps. J'ai appris à m'autoriser à être vulnérable. J'ai appris à m'autoriser à me dire stop, en fait, non. J'ai appris à dire non aussi. J'ai appris à m'affirmer du coup. Et j'ai surtout appris à me confier. Après, je me confie pas à tout le monde, faut pas abuser non plus, hein. Eh oh. Mes capacités ont des limites, hein. Mais c'est sûr que j'ai un cercle intime, allez, deux, trois personnes que je peux compter sur le bout des doigts, à qui je vais pouvoir me confier sans me sentir jugé, à qui je vais pouvoir me montrer vulnérable et à qui où je vais, mes larmes vont couler, alors que je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de mal à pleurer. Beaucoup de mal. Et au-delà de ça, il y a aussi ce déséquilibre énergie masculine, féminine qui a dû être équilibré. Pas comme je vous ai dit à 50%, 50. Ça, c'était pas mon objectif, mais c'était plutôt. Moi, mon objectif, c'était de plutôt trouver une place à cette femme à l'intérieur de moi. Et clairement, j'étais un ancien garçon manqué, hein. Moi, j'aimais bien porter des joggings, des baskets. Quand j'étais ado, je descendais en bas, jouer au foot, et je kiffais ça. Et j'ai longtemps joué à la Game Boy, à Pokémon. J'ai eu une carrière de bagarreuse, vraiment. Et en fait, j'ai toujours été allergique aux chichis des nanas. Et il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis un peu allergique. Le maquillage, vraiment, à part le rouge à lèvres, le maquillage, c'est vraiment si je dois me faire filmer ou autre. Mais les histoires de me pouponner genre une heure avant de sortir, c'est vraiment pas mon délire. Changer 14 fois de tenue parce que je sais pas si ça me met en valeur, ça me met pas en valeur, etc. Ça aussi, c'est pas trop mon délire. Le shopping, genre aller passer l'après-midi à faire du shopping, acheter des vêtements et tout ça, ça c'est des choses qui vont m'arriver une fois tous les 3 4 5 6 mois. Mais genre, c'est pas mon activité favorite d'aller faire du shopping. Ça l'a été à un moment, oui. Mais après, j'aime bien les belles tenues, les belles robes, etc. Mais c'est pas mon passe-temps favori, clairement pas. Euh, je pratique des sports de combat. Je faisais de la moto et j'adore jouer à la bagarre avec mes neveux. Le fait d'avoir laissé une place à mon énergie féminine, ça s'est beaucoup joué surtout au niveau de mon couple. De pouvoir accepter de me reposer sur mon partenaire, de pouvoir accepter de me laisser porter, guider, de pouvoir accepter d'être aimé et estimé à ma juste valeur. Et c'est là où ma place, l'énergie en tout cas féminine, a pu trouver sa place. Waouh! Bon là, limite, j'ai sorti des pages de mon journal intime. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ça sera le dernier épisode de la saga spéciale Serenity. Je respire parce que vraiment j'ai partagé des choses, waouh, très intimes, très très intimes. Mais ça va.
Donc, voilà pour moi. Alors, Serenity est un programme en 6 étapes qui t'accompagne à gérer tes émotions et tes responsabilités avec sérénité. Parce que pour le coup, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et c'est également ce que je fais actuellement dans mes accompagnements avec mes clientes. Donc ça sera un honneur et un plaisir de pouvoir t'accompagner dans cette destination. Bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via Instagram, via WhatsApp. Et sinon, tu auras toutes les informations dans la description pour prendre ton check-up. Toutes les infos sont également dans la description parce que pour s'inscrire au programme Serenity, il suffit de prendre rendez-vous pour le check-up et de se présenter au check-up, bien sûr. Et voilà. Bon, si cet épisode t'a plu, ne le garde pas que pour toi, voyons. Fais tourner autour de toi et n'hésite pas à me faire part de tes retours. Que la paix soit avec toi. Bye.